Je remercie beaucoup Bérangère de l'amitié qu'elle me fait. Et en même temps, je dois constater que tout est contre moi. L'horaire, le sujet, les intervenants précédents, peut-être vous-même. Et que sans doute vous préféreriez que je fasse 10 minutes plutôt que la demi-heure qui m'est impartie. Je me suis chronométré hier soir, je suis à peu près à 50 minutes. À peu près, hein, peut-être vous aurez 48, mais... Bon, en réalité, je pense que je vais sabrer énormément de choses que j'avais prévu de vous dire parce que les intervenants précédents l'ont dit et bien mieux que moi. Et passer après Madame la sénatrice est extrêmement complexe parce qu'elle a donné une perspective internationale et européenne, alors que je vais vous ramener vers des perspectives un peu plus françaises. Donc je vais pouvoir me passer des contextes, tout a été évoqué, hein, les thérapies géniques à venir et donc la recherche qui porte sur la préparation de ces thérapies. Je pourrais passer également sur la difficulté du sujet, bien qu'elle soit énorme. Je n'ai pas modifié l'intitulé du sujet, mais ça va m'amener à poser un certain nombre de questions sur chacun des termes de ce sujet, à savoir la recherche, à savoir l'enfant à naître, la formulation est intéressante, à savoir également le rapport du droit à la génétique. Cela soulève des questions abyssales, alors que quand elle m'a donné le sujet, je me suis dit, bon, ça va être relativement simple, tout est interdit chez nous, voilà. Je n'aurai plus qu'à rappeler quelques articles des codes, et puis tout le monde sera content. Sauf qu'en réalité, c'est peut-être le caractère novice que j'ai sur ce sujet-là qui m'a amené à poser certaines questions. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe qu'on le pense. Alors, à la complexité de comprendre la génétique, je ne suis que juriste, et évidemment, je n'ai pas tout compris, c'est ajouter la complexité de l'approche du droit sur ces questions-là, et c'est à cette complexité que j'aimerais vous initier à ma modeste hauteur. Parce que le terme de recherche en lui-même, on va le voir, pour moi c'est une liberté fondamentale, pouvoir faire la recherche, c'est rattaché à la liberté d'expression. La génétique, elle a de multiples visages, même pour le droit, et l'enfant à naître, c'est un concept toujours indéfini, même pour les juristes. Donc je vais vous initier à toutes ces questions et vous apporter sans doute moins de réponses que d'interrogations. D'abord, sur les questions de la génétique et du droit, il faut que vous compreniez que les juristes ont tous des lunettes différentes en fonction des domaines dans lesquels ils travaillent et des usages auxquels ils sont confrontés. Si j'étais civiliste, je vous parlerais d'une distinction entre les choses et les personnes, et le génome humain pourrait apparaître à la fois comme une chose corporelle d'une certaine façon, incorporelle d'une autre façon, puisque c'est de l'information, mais il y a aussi des éléments biologiques à la base, donc déjà une double approche. Puis certains diraient que c'est détachable de la personne, donc ça peut être un bien commercialisable ou une res communis, une res nullius, et on part sur toute la sémantique du patrimoine. D'autres vous diront non, c'est un élément de la personne, et donc ça doit suivre le régime général du corps et de la personne. Donc justement, c'est extra-patrimonial, non brevetable, et on va, à partir de ces catégories, refaire le monde avec le point de vue du droit civil. Si j'étais pénaliste, je vous dirais, attention, le génome, c'est uniquement une question d'identification de la personne, ça sert dans les enquêtes judiciaires, ça permet de discriminer entre les individus. Et là, le civiliste dirait, oui, moi aussi, moi aussi. En termes de filiation, c'est très important, ça permet de voir qui est l'enfant de qui. Donc pour moi, ça se limite à ça. Si j'étais commercialiste, je vous dirais non, vous n'avez rien compris. Le monde est fait de brevets, de contrats, et évidemment, toutes les thérapies géniques, toutes les recherches sur le génome peuvent faire l'objet de contrats ou pas, selon ce que je vais vous expliquer. Si j'étais spécialiste de droit de la santé, je vous dirais non, vous n'avez rien compris. La génétique, c'est de la thérapie, ça se prépare certes dans la recherche, mais il y a des éléments qui sont liés à l'usage de ces thérapies et aux données personnelles qui sont associées, parce que les données de santé, c'est évidemment très important. Donc on aurait un corps ou un génome à vocation sanitaire et à vocation d'information sur le patient. Fort heureusement, je ne suis rien de tout cela. Donc je vous éviterai toutes ces approches. Si Bérangère m'a appelé, c'est parce que je travaille principalement sur le domaine des droits fondamentaux et, je suis publiciste, donc dans le domaine constitutionnel, ce qui est à peu près rien en réalité par rapport à la masse d'informations que je viens de vous donner. Et donc je vais aborder la question de la génétique, de l'embryon et de la recherche sous l'angle des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Et vous verrez qu'il y a quand même des concepts assez importants, assez lourds, hein, la dignité, la vie privée, le droit à la santé, des intérêts collectifs aussi, qui sont portés par les limites aux différentes technologies qu'on peut autoriser. Et puis surtout, il y a un langage métaphorique qui est absolument extraordinaire parce qu'elle montre quelle est la difficulté pour les juristes de nommer ce dont on vient de parler, puisqu'on va parler pour certains de patrimoine, alors au sens symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'un texte juridique qui parle du patrimoine au sens symbolique? On va parler également d'intégrité, on va parler d'espèces humaines, on va parler de correction, de réparation, d'intervention ou de non-intervention, et tout cela est particulièrement flou et encore une fois change selon le regard que l'on porte. Donc c'est un véritable kaléidoscope juridique auquel je vais vous initier.
Et l'important, c'est de revenir aux normes elles-mêmes plutôt que finalement aux habillages doctrinaux portés par les cultures des différents juristes dont je viens de vous parler. La base du coup de ces normes, c'est une forme de police. On le dit assez rarement, mais c'est une police administrative, un régime d'autorisation la plupart du temps pour des recherches qui portent sur des objets qui sont socialement assez protégés, assez valorisés et qui font intervenir de très nombreuses institutions. Le cœur du système, vous l'avez au tableau, c'est évidemment l'article L 2151-2 du Code de la santé publique qui nous dit que la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Chacun de ces mots pose problème. Qu'est-ce que création? Qu'est-ce qu'embryon? Qu'est-ce que transgénique? Qu'est-ce que chimérique? Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une interdiction? D'autant qu'elle peut être assortie d'exceptions ou de limites elle-même. Donc tout ça ne nous dit rien comme ça à la première lecture. Il faut le compléter par l'article 16-4 du Code civil, qui dit également que, sans préjudice, il faudra réfléchir à ce sans préjudice, des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Deux interprétations possibles, certains sont déjà en train de les soulever. Est-ce que ça signifie, sans préjudice des recherches, qu'on peut faire seulement de la thérapie somatique? C'est ce que retiennent la plupart des interprètes. Ou est-ce que ça veut dire que la modification germinale serait possible si et seulement si on le fait pour de la thérapie? Il faut lire avec le 4e alinéa qui nous dit « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine ». Ah, donc certains confirment leur première lecture, il peut y avoir que du somatique et pas du germinal. Mais en réalité, est-ce que la thérapie germinale porte réellement atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine? On ne fait que reculer le problème et retomber sur le concept d'espèce et sur le concept d'humanité. Et est-ce qu'on résume le concept d'humanité dans le concept d'espèce? Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'espèce que le droit a voulu saisir en 1994? Je vous dirais que je ne m'en suis toujours pas remis, et pourtant ça fait quelques années. Voilà pour les questions génétiques, vous voyez que j'y vois encore très flou et peut-être que vous allez m'aider à comprendre mieux. Le mot recherche lui-même pose de très très nombreuses difficultés parce que on n'a pas de définition de la recherche en droit. Pour vous, ça vous paraît évident, surtout tous ceux qui sont médecins, généticiens, biologistes. La recherche, vous savez ce que c'est, elle peut être fondamentale, elle peut être appliquée, elle peut être clinique et parfois la frontière avec le soin, la sénatrice l'a dit tout à l'heure, elle est parfaitement poreuse et on continue à faire de la recherche ensuite, même sur, on va le voir, des bébés qui sont déjà in utero. Alors, on avait des cadres qui étaient un petit peu clairs. Depuis 2000, depuis 1994, la loi française distinguait un peu la recherche et les études. C'est-à-dire que les études, c'était purement observationnel, on ne touchait pas à l'embryon, on regardait comment il se développait, c'était plutôt dans le cadre de l'AMP. Et puis, les recherches, c'est ce qui permettait de manipuler le vivant. Et on était d'accord, on ne réimplante pas un embryon qui a fait l'objet d'une manipulation, c'est encore dans nos textes. Cette distinction, elle existe encore dans le Code pénal qui parle d'études et de recherche. On sera puni si on les pratique hors des cadres prévus. Mais la loi Touraine de 2016 est venue nous expliquer que l'on peut parler encore de recherche dans le cadre de l'AMP pour le suivi d'un embryon in vitro quand il a été transféré. Donc on a passé cette distinction entre l'avant et l'après-transfert et on parle maintenant de recherche finalement sur un embryon qui n'est plus in vitro mais in vivo, in utero. Et donc on fait de la recherche sur l'embryon ou sur le fœtus même in utero, de façon à voir comment les techniques d'AMP peuvent être améliorées. Et là, certains nous disent « Ah ben attendez, il n'y a plus de distinction entre recherche et étude, ça veut dire qu'on peut manipuler même in utero ?» si on garde l'ancien sens du mot recherche, ou est-ce que ça veut dire que le mot recherche c'est affadi et que donc désormais on peut appeler recherche ce qu'on appelait autrefois étude, mais ça n'autorise pas à toucher l'intégrité du fœtus ou de l'embryon qui a été transposé, on se continue simplement d'observer l'environnement et les conditions de développement. Pour en avoir parlé avec quelques médecins et néanmoins amis, ils m'ont dit que pour eux, ça ne changeait pas grand-chose, qu'ils n'avaient pas eu de problème là-dessus et que finalement, que ça s'appelle étude ou recherche, on n'avait pas grand-chose à faire. Sauf que moi, je suis juriste et quand on me dit que la recherche, c'est permis ou c'est interdit, je veux savoir ce que c'est que la recherche en question. Bon. Pour l'instant, ça n'a pas été réellement tranché, mais ça continue à croître la complexité alors qu'on souhaiterait simplifier un petit peu les choses. Bon. Alors, je n'en sais pas plus sur la recherche, vous avez compris. Simplement, cela nous amène à voir qu'on a des régimes d'interdiction, de police, qui sont basés sur des fondements de qualification, sur une terminologie qui est extrêmement imprécise, qui ne nous permet pas de mesurer le permis et l'interdit, et ça en termes de droits, et particulièrement de droits fondamentaux, puisque la liberté de la recherche existe, elle est, je vous l'ai dit, composante de la liberté d'expression, ça me paraît parfaitement problématique. Alors, à propos de problématique, je vous propose d'abord de ne pas faire comme si. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire comme si? C'est ce que font la plupart du temps les juristes, parce que nous sommes quand même
comme disait Bourdieu, les gardiens de l'hypocrisie collective, comme si ça voudrait dire qu'on va considérer que le droit décrit une véritable vérité, c'est-à-dire que les qualifications posées par le droit correspondent au vocabulaire utilisé par les scientifiques. C'est totalement faux, bien sûr, le droit a ses propres catégories, reconstruit le monde avec ses propres mots, ses propres régimes, et donc le prisme des qualifications est réellement, pour moi en tout cas, déterminant, et il va falloir que vous oubliez le sens que vous connaissez dans vos différentes pratiques. Je ne ferai pas non plus comme si les régimes pouvaient être purement déconnectés des réalités des pratiques, parce que certains m'ont dit, oui, c'est la transgénèse ou la chimère, pour un généticien, ça ne veut rien dire, c'est de la mutagénèse, et il ne voit pas la différence entre les deux, donc tout est permis pour le généticien. Oui, enfin, si je suis juriste, moi je vais lui dire que tout n'est pas permis une fois que j'aurai mis un mot sur ce qu'il me propose. Je vous propose ensuite de considérer que le droit ici met en scène en fait des représentations sociales, évidemment, et que nous sommes largement guidés par ces représentations. J'en verrai trois principalement. D'abord, la représentation que nous avons de ce qu'est un embryon et de ce qu'est un génome, qui repose en fait sur la représentation entre naturel et artificiel. Tout le débat repose là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir des êtres humains génétiquement modifiés, comme on a des organismes généralement modifiés ? Est-ce que le génome est quelque chose qui est intangible? Est-ce que tout s'organise autour d'un invariant? Ou est-ce que le fait de programmer humainement, artificiellement cet invariant continue à dire que c'est un génome et donc on ne l'a pas modifié puisque ce génome reste un génome, simplement nous avons suppléé à un mécanisme qui se fait sans nous habituellement. Certains disent c'est de la mutation, c'est de la création, c'est de la transgénèse, d'autres disent non, c'est la continuité du vivant. Donc ce sont ces représentations-là qui pèsent en général sur les argumentaires que l'on attend ici ou là. Deuxième distinction, le normal et le pathologique. Évidemment, je vous renvoie aux travaux de Canguilhem, à l'adaptation à la norme, pour le coup pas juridique, mais à la norme de conditionnement du fonctionnement corporel. Là encore, qu'est-ce que c'est qu'un génome normal, anormal? Est-ce que c'est ce qui nous permet de qualifier une modification ou non? Ça a été dit tout à l'heure, un génome normal est loin d'être parfait, très très loin d'être parfait. Donc c'est plutôt vers un génome parfait. Et qu'est-ce que c'est qu'un génome parfait? Est-ce que c'est, donc, on renvoie au normal et au pathologique? Parce que ça sera important quand on va parler de correction, de modification, d'augmentation, derrière des mots qui sont plutôt génériques, hein, comme l'édition du génome, qu'est-ce qu'on dit en réalité. Et pour un généticien, on a une idée normale de ce qui est normal et on a une idée à peu près de ce que c'est une pathologie, puisqu'on arrive à faire des listes de pathologies. Mais du point de vue du juriste et des représentations sociales, évidemment, on n'est pas dans le même monde, c'est pas objectif, ça. C'est l'issue de traitement de critères objectifs, mais est-ce que le droit est conditionné par cette objectivité-là, ou est-ce que c'est la représentation sociale qui doit primer dans les choix? Et là, vous savez très bien que les décalages sont importants. Pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est en les oubliant qu'on finit par dire des bêtises. Troisième élément, individuel, collectif. Sur le génome, c'est évident. Tantôt, on le regarde au titre de l'individu et on dit « Ah, il y a une pathologie ». Tantôt, on le regarde au titre du collectif et on dit « Il ne peut pas y avoir de pathologie. Le génome de l'espèce humaine ne peut pas être malade. Ce n'est pas l'humanité qui est malade. C'est simplement quelques individus dont le génome est variant ou déviant. Et donc, on a l'impression qu'on ne soigne pas l'humanité. On ne peut soigner que l'individu humain. Oui, mais un génome, c'est partagé. Chaque individu a le sien, et en même temps, on nous dit qu'il partage 99,99991 avec les autres. D'ailleurs, quand on a décrypté le génome, pardon, c'est une question que je me pose depuis toujours et qu'aucun généticien n'a réussi à m'expliquer. Quand on a séquencé le génome, on est parti du génome de qui? C'est qu'on a dit au départ, ah ben tiens, lui c'est un être humain, est-ce que vous pouvez me donner votre génome? Je vais le séquencer. Oui, d'accord, donc on est parti de quelques génomes de gens dont on disait qu'ils étaient humains. Est-ce qu'on sait qu'ils étaient vraiment humains? Voilà, mais ça veut dire qu'il y a eu une préqualification en disant ça, c'est un génome humain. Tout à fait, merci. Ce qui nous renvoie au droit romain où on disait tout ce qui est né d'une femme est humain. Il y a des monstres, mais c'est des monstres humains. Bon. Donc tout ça est vraiment question de représentation, et est-ce que le droit doit se fixer sur l'un ou sur l'autre? Là sont les difficultés. Alors, mon intervention, qui est déjà bien entamée, va voir quels sont les existants et, à mon avis, les évolutions possibles, parce qu'elles ont déjà été tracées précédemment. D'abord, j'aimerais vous faire passer l'idée qu'il y a une convergence entre les deux champs dans lesquels se situe mon intervention, c'est-à-dire d'un côté la génétique, de l'autre l'embryon. On a l'impression que ce sont deux questions séparées, puisqu'on connaît l'histoire, le statut de l'embryon à travers l'AMP, à travers la loi sur l'IVG plus anciennement, et c'est traité de façon très classique. De l'autre, il y a le droit de la génétique, tout ça est séparé hein, dans le code de la santé comme dans le code civil, et pourtant je crois qu'il y a une même inspiration.
Cette inspiration, c'est justement la protection d'une certaine idée transcendante par rapport à l'individu, d'une certaine sacralisation de l'humanité. L'humain, ce serait intouchable si on lit les textes, soit parce que l'embryon est la porte d'entrée de cette humanité, soit parce que la génétique est l'identité de cette humanité. Une fois que j'aurai posé ça, que le concept majeur c'est humanité, dans une deuxième partie, on pourra voir que finalement, elle n'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que les interdits fondamentaux qui sont posés au nom de cette humanité sont extrêmement fragiles et seront, à mon avis, amenés à évoluer. Premier temps donc, un double régime de recherche pour une même finalité, finalement, la protection de l'humanité avec différents visages. Je reviens à mes présupposés. Les juristes aiment bien essentialiser les choses. Quand on emploie le terme embryon, on voudrait que ce soit dans un sens unique qui permet de qualifier tout ce qu'on appelle embryon dans les techniques médicales. À mon sens, ce n'est pas vrai, mais c'est un débat. Je ne prétends pas détenir la vérité. Il y a, à mon sens, deux embryons, je vais y revenir, celui qui est in vitro et celui qui est in utero, et aujourd'hui, ils bénéficient de régimes différents et même de noms différents en droit. Donc je ne peux pas traiter de l'embryon en général, je vais traiter simplement de l'embryon dans la recherche, c'est-à-dire l'embryon in vitro, à ne pas confondre avec l'autre. Et c'est pareil pour la génétique. Il n'y a pas une seule approche juridique de la génétique, il y en a plusieurs, et seule l'approche en termes pénals, c'est-à-dire l'intégrité de l'espèce, va nous intéresser ici. Alors, deux mots d'abord sur l'encadrement des recherches sur l'embryon. Je ne vais pas vous rappeler tout le régime juridique, je vais estimer qu'il est à peu près connu. Ces recherches ne sont réellement autorisées que depuis 2013, depuis le 2009 si on prend la version antérieure. C'est un régime d'autorisation, donc très encadré, c'est vraiment le palier 1 de la liberté pour le chercheur. Il ne peut travailler que sur autorisation de la puissance publique et un certain nombre de conditions qui impliquent la scientificité du protocole, qui impliquent évidemment le consentement des parents, sauf si ce sont des lignées importées, le Conseil d'État vient de nous le dire, le respect des principes éthiques fondamentaux, pas de clonage, pas de fabrication pour la recherche, pas d'eugénisme, pas de transgénisme, et puis une subsidiarité, c'est-à-dire qu'on ne peut faire des recherches sur les cellules embryonnaires directement que si les travaux sur d'autres alternatives, des cellules souches adultes par exemple, ne donnent pas d'aussi bons résultats. Donc le juge aujourd'hui est amené à se faire généticien et à contrôler, après l'Agence de la biomédecine, s'il n'y avait pas d'alternative possible. Et dans deux arrêts que je n'ai pas le temps de développer, que je vous signale, du 8 février 2018, le Conseil d'État est venu nous expliquer qu'en elle-même, la thérapie génique peut être une alternative au fait de travailler sur les cellules embryonnaires. Donc en travaillant sur des cellules souches adultes, hématopoïétiques principalement. Donc cet encadrement de la recherche nous montre que l'embryon ne fait pas l'objet d'une protection en lui-même, en réalité. C'est ça que mes collègues juristes ne veulent pas comprendre, à mon sens, et qui me paraît assez évident, péché d'orgueil. On nous dit l'embryon est protégé parce que les conditions de la recherche sont extrêmement strictes. Oui, mais enfin, l'embryon qui va être dans la recherche, lui, il va y passer. Il n'y a pas de protection individuelle de l'embryon. L'embryon n'est pas individualisé, ce n'est pas lui qu'on protège. Au contraire de la personne humaine, une fois née, parce que c'est elle qu'on protège. L'embryon, lui, on ne le protège pas. D'ailleurs, dans l'AMP, il est détruit automatiquement au bout de 5 ans. Nous n'avons aucune considération pour l'embryon en lui-même dans nos lois. Ce qui compte, c'est qu'on ne doit pas manipuler n'importe comment l'embryon parce qu'il est la porte d'entrée de plus grand que lui, c'est-à-dire le génome humain, justement. Les précautions que l'on va prendre, c'est pour protéger la génétique, en réalité. C'est pour protéger le fait qu'on ne produise pas des embryons pour la recherche. Ce n'est pas l'embryon individuellement. Et ça, j'y tiens parce qu'on le voit assez rarement dans les analyses, où on a l'impression que tout est embryon et que tout est individu. Ce n'est pas vrai. Donc, première conclusion à l'issue de ce grand acte que j'ai abrégé, c'est l'humanité qui est protégée derrière le régime des recherches relatives à l'embryon. Ce qui n'est pas le cas de l'embryon in utero, qui est qualifié d'être humain par la loi Veil, et qui, lui, est déjà une personne en devenir et est protégé par le régime de l'IVG ou de l'IMG, et qui donc a une autre finalité. Donc ne confondons pas, l'embryon in vitro, il a une qualification de chose humaine. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une personne humaine. Il est réellement traité comme une chose humaine. En tant que chose, il n'est rien. En tant que chose humaine, il est protégé parce qu'il a un lien avec le génome qui est derrière et qui permet justement, éventuellement, une thérapie génique. Même constat donc pour l'encadrement des activités liées à la génétique. Si vous ouvrez le code de la santé publique, le code civil, vous verrez que l'essentiel des règles relatives à la génétique sont reliées en fait à la notion de personne. Ce qu'on va protéger, c'est principalement l'information génétique, le consentement renforcé lorsque l'on met à disposition son matériel génétique pour des recherches ou pour de la thérapie génique. Donc on va protéger principalement la personne adulte qui bénéficie de ces traitements génétiques.
En réalité, la seule disposition qui concerne vraiment l'embryon, pour le coup, dans une éventuelle recherche génétique, c'est l'interdiction des crimes contre l'espèce humaine, c'est-à-dire l'interdiction du clonage et de l'eugénisme. Alors, je m'arrête quelques instants quand même sur cette qualification et sur l'expression espèce humaine, que l'on retrouve dans la Convention d'Oviedo, dans le préambule. Ce n'est pas un concept purement franco-français. Sans doute, les négociateurs français ont réussi à l'inscrire dans la Convention d'Oviedo à un moment ou à un autre, de façon à lui donner une certaine teneur. Jusqu'à présent, l'humanité, c'est un terme qui est d'abord récent parce qu'il n'apparaît dans notre droit qu'après 1945, après la Shoah, après les textes internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme. On s'est rendu compte que l'humanité, c'était aussi important que la liberté, qui était jusque-là le fondement des droits de l'homme, et que donc on a aujourd'hui deux fondements, l'humanité et la liberté. Et ce terme donc est relativement récent dans le droit, et surtout il est utilisé habituellement dans un sens plutôt symbolique, le sens de famille humaine, le sens de lien finalement entre toutes les populations humaines à la surface de la Terre. Donc c'est un sens philosophique, politique, bienveillant, mais aucune dimension biologique. Le législateur français en 1994 a introduit le concept d'espèce humaine. Donc ce n'est pas l'humanité au sens des textes internationaux, c'est vraiment quelque chose qui essaie de donner une dimension, une imputation, un ancrage biologique. Et là, on peut être extrêmement sceptique sur cet usage-là, parce que est-ce qu'on a besoin de se référer à l'espèce pour protéger l'humanité ? Y a-t-il une définition de l'espèce en droit ? Non, bien sûr. Y en a-t-il une dans les champs médicaux ou biologiques ? Plusieurs, selon les différentes écoles d'approche darwinienne, néo-darwinienne, darwinienne sociale ou pas. C'est une façon peut-être de permettre un jour à un dictateur de considérer qu'il y a un ancrage biologique à la notion d'espèce et d'écarter de l'espèce un certain nombre de personnes qui n'y sont pas. J'ai toujours peur quand le droit quitte le champ du symbolique social pour entrer dans un ancrage positiviste, objectif. Ça peut être utile, ça peut être aussi très dangereux dans les usages que l'on en fait. Donc qu'est-ce que c'est que cette intégrité de l'espèce ? Je ne peux le déduire qu'à partir des deux incriminations qui sont établies, le clonage, l'eugénisme. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le clonage et l'eugénisme ? Rien. Il y en a un qui consiste à faire un individu identique à un autre précédent, et l'autre qui consiste, on ne sait pas trop, mais à sélectionner les personnes en fonction de certains critères. Le seul point commun, semble-t-il, ce serait l'aléa génétique. Ce qu'on veut protéger, c'est qu'on ne doit pas programmer un individu à être ceci ou cela. Ce que l'on veut, c'est garder finalement l'aléa de la reproduction sexuée. Pardon, je vais très vite, mais j'espère que vous suivez intuitivement. L'aléa génétique, ce serait l'objet même de l'intégrité de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on ne doit pas modifier l'aléa. C'est humain, l'aléa génétique ? Non, c'est commun avec toutes les espèces qui pratiquent la reproduction sexuée. Et de ce point de vue-là, ça n'a rien d'humain. Donc c'est quand même bizarre de réduire l'intégrité de l'espèce humaine à un mécanisme aussi universel que la reproduction sexuée. Bon. Vous voyez que j'ai de très gros doutes sur cette incrimination et sur l'existence juridique de la notion d'espèce. Donc j'aurais tendance à vouloir les abandonner, mais ce n'est pas notre sujet de ce jour, parce que c'est l'interdit fondamental. En matière de modification du génome de l'embryon, ce qui compte, c'est qu'on ne touche pas à l'intégrité de l'espèce humaine, sauf que je ne sais toujours pas ce que c'est que l'intégrité, je ne sais toujours pas ce que c'est que l'espèce, et je ne suis toujours pas certain que cette espèce soit parfaitement humaine. Des erreurs du législateur, me semble-t-il. Alors, ces crimes contre l'espèce doivent nous guider, puisque c'est notre seul ancrage, et en même temps, ils sont extrêmement évanescents quand on s'en approche. Y a-t-il eugénisme dans le fait de modifier le génome de l'embryon d'une façon ou d'une autre ? Là encore, il faudrait que je vous explique longuement ce qu'on entend par eugénisme. Dans la dimension actuelle, c'est un eugénisme collectif, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on nous interdit, si on suit l'esprit du législateur, c'est une politique collective qui tendrait à la sélection des personnes. Mais on l'a vu avec le DPN, avec le DPI, une sélection au stade de l'individu est tout à fait possible. Donc on est confronté un peu à ce qu'on appelle le paradoxe saurite. À partir de combien de grains de sable j'ai un tas de sable ? Je vous laisse répondre à cette question après le déjeuner. En réalité, on nous permet bien sûr d'avoir une forme de sélection des individus au stade du DPN, du DPI et éventuellement de la modification du génome de l'embryon. Mais ce n'est pas si sûr en fait. Le fait de modifier un embryon pour le soigner, dans une hypothétique thérapie génique, c'est encore de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est la sélection des personnes, mais si je soigne un embryon malade, je ne le sélectionne pas. Ce que je vais sélectionner, ce sont les caractères du génome commun, dont je considère que chez lui, ils sont pathologiques. Ce n'est pas la même démarche. J'ai l'impression que la thérapie génique, ça peut être au contraire la solution à l'eugénisme. Si je soigne, je ne sélectionne pas. Mais pour soigner, je vais sélectionner. Mais pas l'individu. Je sélectionne les traits du génome collectif. Donc c'est celui-là qui est intangible.
Oui, mais enfin, il est tout le temps en train d'évoluer, et à chaque individu, il change. D'où un principe fondamental qui est largement en sursis, me semble-t-il. Alors cet interdit fondamental, je vais simplement vous le rappeler dans le grand A, parce qu'on a, dans le discours commun, et Madame la sénatrice nous l'a dit tout à l'heure, une sanctuarisation du génome humain. Pas au stade de l'individu forcément, il faut voir, mais enfin au stade collectif, on imagine qu'il existe un génome qui est l'humanité et qu'il doit rester totalement intangible et sanctuarisé. Cette sanctuarisation, elle prend un aspect collectif. Alors j'avais prévu de vous parler de l'avis du CCNE, j'avais prévu de vous parler de l'avis du Conseil de l'Europe, du groupe d'éthique auprès de la Commission européenne, qui sont tous convergents. Soit c'est intangible et vraiment il ne faut pas y toucher, soit il faudrait un moratoire parce que tant que les techniques ne sont pas abouties, on va faire des dégâts et ce serait pire que le mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une dimension individuelle. Et ça m'intéresse. Certains prétendent qu'il y a un droit à hériter d'un génome non modifié. Alors je l'ai cherché, ce droit, il est marqué nulle part. C'est une interprétation de la norme objective au stade de l'individu. C'est-à-dire que chaque individu, du fait que c'est interdit collectivement, pourrait dire « moi, j'ai le droit à ce qu'on n'ait pas modifié mon génome ». Alors il faut suivre un peu plus loin au-delà de l'image. Ça impliquerait quoi ? Ça impliquerait que celui qui est né d'une modification génétique pourrait attaquer ceux qui l'ont produit. Donc évidemment, ces charmants parents qui l'ont voulu parfait, et qui porterait la responsabilité de son génome à lui, ou alors le médecin, le généticien qui a fait et le diagnostic et la modification génétique. Alors à quelles conditions ? Une action pénale, tout simplement, puisque la norme objective interdit de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Chers collègues, 30 ans de prison et 7 millions d'euros d'amende. Préparez-vous, faites des économies. Le jour où vous le ferez, peut-être cet enfant se retournera contre vous ou contre ses parents, in solidum. L'action civile aussi, mais encore faut-il qu'il y ait un préjudice. On va lui dire, attends, on t'a amélioré, où est le préjudice ? J'ai un préjudice d'anxiété, parce que je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas touché les choses autour. Et que tout ce qui est, tout ce qui est dans, comme on est dans l'incertitude, tout ce qui m'arrive là maintenant, le fait que j'ai échoué à l'ENA, est sans doute lié au fait que vous avez touché une autre partie du génome à un autre moment. Donc les off-target de tout à l'heure sont sans doute générateurs de futurs préjudices. Et alors bien sûr, soit elles sont visibles, on a eu des enfants, des bébés bulles qui ont développé des leucémies une fois qu'on a voulu intervenir sur leur génome, mais ça peut générer de l'anxiété chez ce pauvre enfant amélioré, mais pas tant que ça, dont l'intelligence va se servir à se retourner contre ses géniteurs, probablement. Bon, tout ça, c'est un peu de la science-fiction, donc le droit à avoir un génome sain ne me paraît pas encore totalement consacré. Mais de toute manière, il y a une grande imprécision sur les termes. Et ça, je ne suis même pas sûr qu'on puisse donc sanctionner qui que ce soit. Qu'est-ce que c'est qu'une modification transgénique ou qu'une chimère ? Puisque tout repose là-dessus, je vous le rappelle, on ne peut pas créer des embryons chimériques ou transgéniques. Si on se reporte au débat législatif, il semblerait que la transgénèse, c'est le fait d'importer un génome tiers pour modifier un génome humain et un génome tiers qui est humain, alors que la chimère serait une sorte de xénogreffe avec un monde animal. Bon, ça c'était la version, je dirais pour les nuls, celle que j'avais comprise dans la loi. Et en réalité, il semblerait, en parlant avec les généticiens, que les termes ne soient pas franchement fixés même en génétique. On parle de mutagénèse, de transgénèse ou de chimère. Ce n'est pas totalement fixé dans le langage professionnel, mais en droit, ça ne l'est pas. Le Conseil d'État nous a donné un arrêt, il n'y a pas si longtemps, en 2016. Alors, dans le domaine de l'environnement, c'était la Confédération paysanne et c'était des OGM, mais il dit clairement que la transgénèse consiste à insérer dans le génome un ou plusieurs nouveaux gènes issus d'espèces proches ou séparées. Donc il rabat la transgénèse en réalité sur ce que moi j'appelais jusque-là la chimère. Mais peut-être on pourra éclairer au moment du débat. Enfin, tant que ce n'est pas fixé par une jurisprudence claire, pour l'instant je ne sais pas vraiment ce qui est l'objet de l'interdiction. Puis il y a le mot création. Qu'est-ce que c'est que la création d'un embryon transgénique ou chimérique ? Est-ce qu'il y a création dès le stade des gamètes, dans le cas du bébé à 3 parents, ou est-ce qu'il y a création uniquement lorsque je modifie directement le génome de l'embryon ? Ça encore, je ne le sais pas. Ce qui me conduit à un tableau tout à fait maison que je me suis fait pour essayer de comprendre ce que le droit voulait évoquer. Et sachant que le droit interdit principalement la thérapie, donc il faut que je distingue mon sujet, moi ce n'est que la recherche. Donc lorsqu'il y a modification de cellules souches adultes, donc de la thérapie génique somatique, en recherche comme en soins, on l'a dit, c'est a priori légal aujourd'hui. Si ensuite j'entends par création au sens strict le fait de modifier les gamètes en vue de créer un embryon, la transgénèse est ici illégale, sous réserve, encore une fois, de définir transgénèse. Au niveau du soin, ça nous renverrait un peu à la logique du clonage thérapeutique, donc pour l'instant, c'est aussi interdit et c'est même pénalement sanctionné.
Maintenant, j'ai le cas donc de la modification des cellules de l'embryon directement par l'introduction, éventuellement par CRISPR-Cas9, d'un génome humain ou non humain. Et je ne sais pas ici si on peut argumenter pour dire que c'est légal ou illégal en l'état. Tout le monde a l'air de dire que c'est illégal, mais je lis aussi notamment Emmanuel Rial-Sebag qui explique que ce n'est pas forcément illégal, ça dépend de ce qu'on entend par création. Si ce n'est pas de la création que d'introduire, puisqu'on modifie simplement l'embryon lui-même, on ne le crée pas, on le soigne, ce n'est pas de la création, donc l'article ne s'applique pas, donc c'est légal. À condition par contre de ne pas le réimplanter, puisque là, si on avait un transfert, ce serait une modification du génome collectif. Et au niveau du soin, pour l'instant, c'est parfaitement illégal. Donc tout porte sur cette case et sur le sens du mot création. Est-ce que c'est au stade de la gamète ou est-ce que c'est au stade uniquement de l'embryon lui-même? Est-ce que c'est du soin ou est-ce que c'est de la préparation d'une humanité future? Voilà, toutes ces incertitudes m'amènent à penser que les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent évoluer parce que l'interdit n'est pas absolu. Nous avons des tensions très fortes entre différents intérêts qui ont été bien relevés par plusieurs académies scientifiques, éthiques ou des groupements éthiques. J'aurais voulu vous parler de l'Académie de médecine, de l'Office parlementaire pour les choix scientifiques et techniques, de la European Society of Humanity Genetics et également de l'avis de l'INSERM de 2016. Simplement, ils convergent, me semble-t-il, vers l'idée que ce n'est pas l'interdit fondamental qui leur pose problème, c'est plutôt le caractère inabouti des techniques et le fait qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers. Donc, si les techniques un jour sont fiables, ce n'est pas l'interdit de l'intégrité de l'espèce qui, d'après eux, devrait guider le choix de l'usage ou du non-usage de ces thérapies sur l'embryon. Est-ce que les normes, aujourd'hui en France, permettraient une interprétation telle de la loi, voire son évolution dans le cadre des états généraux de la bioéthique? Ma réponse serait plutôt positive, en réalité, contrairement à ce que je lis ici ou là. Sur quoi repose l'intégrité de l'espèce humaine dont je vous parlais? C'est un texte purement législatif. La loi, ça se modifie. Reste à voir si les textes au-dessus le permettent ou l'empêchent. L'intégrité de l'espèce humaine, c'est une loi qui vient concrétiser le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine. Or, ce principe est tellement malléable, tellement souple dans ses indications que finalement, il peut permettre l'un comme l'autre. La dignité de la personne, c'est un vaste programme évidemment, intègre aussi l'autonomie de la personne et le droit à la santé. Donc ce sera toujours une mise en balance de ce point de vue-là. Une mise en balance par qui? Par le Conseil constitutionnel. 3 petits points de suspension. Nous sommes dans le domaine des sciences, nous sommes dans le domaine des choix de société, nous sommes dans le domaine de l'application du principe de dignité. On n'a jamais rien vu sortir du Conseil constitutionnel à ce niveau-là. Il ne se mettra très probablement pas en travers d'une quelconque loi en cette matière. Le Conseil de l'Europe, oui, au niveau des travaux parlementaires, sans aucun doute, mais est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme verra absolument un interdit fondamental que l'État lui-même n'aurait pas jugé utile de soulever? Non, ce n'est pas la Cour européenne qui se mettra en travers, là non plus. Pardon, je vais très vite, tout ça nécessite des analyses un peu plus précises. Je vous demande de me faire confiance. Vous ne devriez pas. Quelles sont les perspectives du débat? Je les ai trouvées magnifiquement écrites chez Michel Serres, dans cet ouvrage absolument indispensable qui s'appelle « Ominescence ». J'ai tronqué un peu la citation pour que vous puissiez la lire avec moi, mais d'après lui, bien sûr, le fait de modifier le génome en produisant la reproduction, en modifiant génétiquement des organismes qui réagiront autrement à l'environnement, il y a aussi bien sûr de l'épigénétique, nous commençons à inventer le nouveau temps d'une seconde évolution. Et d'après lui, ce qui fait évidemment problème, ce n'est pas la technique, c'est le projet d'humanité que nous avons pour ces techniques. Nous avons, nous dit-il, beaucoup de moyens et finalement peu de projets pour ces humains à venir. Ce débat, on l'a dit tout à l'heure, la Convention d'Oviedo nous invite à l'avoir et à réellement voir si l'intégrité de l'espèce, ça nous parle réellement. Et sinon, je pense que, comme pour l'AMP, où le droit à l'enfant est venu subrepticement, pas à pas, le droit à la modification germinale viendra certainement, elle aussi, pas à pas, comme dit Michel Serres, probablement comme un voleur dans la nuit. Je vous remercie.